Bonsoir à tous. Je voulais faire une vidéo courte, assez rapide pour parler d'un sujet qui me touche pas, enfin qui me touche en ce moment et qui, je pense, pourra en aider plus d'un parce que moi j'ai galéré à trouver des infos là-dessus pendant un moment, à piocher à droite à gauche et du coup j'ai quand même réussi à renglober toute une partie d'infos intéressantes et du coup je voulais vous les partager avec vous. Donc c'est sur le Small Intestinal Bacterial Overgrowth en anglais, donc le SIBO en français. C'est une prolifération de bactéries dans l'intestin grêle en gros. Alors il y a beaucoup de gens qui sont diagnostiqués syndrome du côlon irritable ou colopathie fonctionnelle. On ne connaît pas vraiment les causes de leurs troubles chroniques du transit en fait. Ça peut avoir plein de causes différentes. Je dis pas que tout est le SIBO, mais que beaucoup de gens ne savent pas que derrière ce genre de troubles chroniques, il y a souvent des proliférations de bactéries, notamment dans le grêle. Pas que dans le grêle, ça peut être aussi dans le côlon ou alors dans l'estomac même pour certaines personnes. Et les signes premiers, en gros, ça va être des ballonnements après manger, une malabsorption des nutriments, ou enfin une maldigestion des aliments. Donc vous allez retrouver des choses mal digérées dans vos selles, une sensation d'inflammation dans les intestins, des douleurs chroniques au niveau des intestins, des alternances de diarrhée et de constipation, ou alors que de la constipation, ou alors que des diarrhées, ça dépend du type de SIBO, donc du type de prolifération bactérienne qu'il va y avoir. Voilà, en gros. Euh, Moi, je sais que j'ai jamais cru au diagnostic de colopathie fonctionnelle. Vraiment, ça me parle pas du tout et mais pour moi, il y a toujours des causes sous-jacentes à ce genre de diagnostic en fait. Parce que quand on vous dit que vous avez une colopathie fonctionnelle, il n'y a pas grand-chose à faire à part prendre des antiacides, de prendre des choses qui vont ralentir ou accélérer le transit selon le problème, le symptôme en fait, mais ça va pas régler la cause. Pour diagnostiquer un SIBO, alors en général, il faut se rendre chez un naturopathe ou alors dans certains services hospitaliers, ils ont les machines nécessaires au diagnostic et ça s'appelle le test du gaz détect. Je mettrai en lien en dessous de la vidéo une adresse mail laquelle vous pouvez écrire pour demander s'il n'y aurait pas un praticien de santé naturopathe par exemple qui serait dans votre région et qui est doté de la machine pour pouvoir faire le test. Donc en gros vous paierez la consultation et vous aurez la possibilité de faire le test et de savoir si vous avez donc une prolifération dans le grêle et donc pouvoir prendre des mesures thérapeutiques pour vous en sortir. Ce test gaz détect, il consiste à ingérer un édulcorant, souvent c'est du lactulose. On va vous prendre, vous allez souffler dans une machine, on va récupérer l'air que vous expirez en début avant, je sais plus si c'est avant ou oui, donc en début de test, quoi, avant de prendre le lactulose. On va mesurer à l'intérieur donc les gaz qui s'y trouvent et vous allez prendre le lactulose et on va répéter le processus en reprenant du gaz expiré 30 minutes plus tard, il me semble. Et en gros, on va mesurer les mêmes taux de gaz, en gros, enfin les mêmes gaz, on va les mesurer et on va comparer les deux taux pour voir s'il y a une augmentation. En général, quand il y a prolifération bactérienne, les bactéries se nourrissent du sucre et des édulcorants, notamment donc du lactulose, et il va y avoir une création de gaz assez significative. Souvent, c'est méthane et hydrogène. Souvent, on dit que quand quelqu'un est dominant au méthane, il va être tendance constipation, et quelqu'un qui va avoir plus d'hydrogène va être tendance diarrhéique, en gros. Et donc, voilà, ça va permettre de mesurer avant-après l'ingestion du lactulose, s'il y a une grosse production de gaz. Et si c'est le cas, c'est qu'en général, il y a les bactéries notamment qui créent ce déséquilibre, en fait, qui créent cette production de gaz. Donc c'est qu'elles sont bien présentes et que vous avez bel et bien un SIBO. Et quand vous savez ça, vous pouvez prendre les mesures pour commencer à essayer d'aller mieux. Donc après, le traitement est assez dur, enfin dur dans le sens où il y a beaucoup de choses à essayer. Il y a beaucoup d'essais, d'erreurs, encore une fois. C'est pas la science infuse, c'est pas la pilule miracle, c'est très long. Réparer des intestins, c'est toujours un très long processus parce que pour en être là où vous en êtes aujourd'hui,
Il y a eu beaucoup de dégâts et les dégâts, ils ont mis beaucoup de temps à se faire. Donc pour faire le chemin en sens inverse, ça va être la même chose, ça va prendre beaucoup de temps. Donc ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est essayer de trouver la cause de pourquoi vous avez une prolifération bactérienne ou un déséquilibre au niveau de la flore intestinale. Souvent, le SIBO, il y a toujours un élément déclencheur. Beaucoup des personnes qui ont le SIBO, ça va être une infection des intestins, donc une gastro, quoi. Que ça soit un clostridium ou une tourista, que vous allez choper un parasite à l'étranger, peu importe. En gros, un gros épisode aigu au niveau digestif peut déclencher un SIBO parce que, en gros, c'est très très compliqué comme processus, mais le corps, le système immunitaire va lancer des anticorps contre les toxines du pathogène que vous venez d'attraper, c'est ce qui va faire la réponse immunitaire. Sauf qu'une fois que le pathogène est parti, le corps continue à créer des anticorps alors que le pathogène, enfin la toxine n'est plus présente, et du coup va attaquer ses propres cellules et ça va faire un petit peu un processus auto-immune et ça va faire que votre paroi intestinale va être inflammée et que ça va attaquer en gros le moteur migrant complexe. Et le moteur migrant complexe, c'est une espèce de vague, une onde qui fait que vos intestins se contractent donc du haut jusqu'en bas, en vague en fait, pour balayer les matières vers l'extérieur. Donc c'est une vague naturelle qui se fait souvent quand on est entre les repas, en jeûne entre guillemets. Donc entre les repas, quand vous mangez pas, vous allez avoir cette vague qui va, sans même que vous le sachiez, avoir lieu. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que quand vous avez eu cet épisode aigu, votre système immunitaire, il va y avoir un processus auto-immune qui va faire que les cellules responsables de ce moteur migrant complexe vont être attaquées. Donc il n'y aura plus de migrant complexe, de syndrome migrant complexe en gros, et du coup, plus de mouvements intestinaux, plus cette vague, il va y avoir des stases au niveau des matières, donc dans ce tube digestif, que ce soit dans le grêle, plus haut dans le grêle, plus bas dans le grêle, dans le côlon même, enfin ça peut être n'importe où. Et ces stases vont créer en gros que certaines bactéries vont proliférer. Alors ces bactéries, elles n'ont rien à faire là parce qu'elles sont censées être éliminées au quotidien et elles n'ont pas normalement le temps nécessaire pour se développer aux endroits donnés. Et bien là, elles vont se développer, elles vont commencer à faire des dommages, elles vont commencer à manger à votre place les nutriments, causer de l'inflammation, etc. Et du coup, ben, vous gonflez, vous avez mal, vous avez des douleurs, vous absorbez mal ce que vous mangez, vous avez des diarrhées, de la constipation et j'en passe. Voilà. Donc ça, c'est cas typique du SIBO et c'est exactement ce qui m'est arrivé. J'ai pris énormément d'antibiotiques pour ma maladie de Lyme. Et du coup, bon, ça m'a causé une énorme dysbiose déjà de base. Mais j'ai eu un épisode aigu de Clostridium difficile, donc une infection que vous attrapez suite aux cures antibiotiques parce que vous avez tellement causé un déséquilibre au niveau de votre flore que bah, les pathogènes prennent le dessus, donc notamment le Clostridium. Là, j'avais peut-être plus assez de bonnes bactéries au moment T, et du coup, le Clostridium a pris le dessus. J'ai eu un épisode aigu que j'ai traité, encore une fois, c'est très contradictoire, que j'ai retraité par antibiotiques, ce fameux Clostridium. Donc, j'ai attrapé Clostridium à cause des antibiotiques et j'ai dû reprendre un autre antibiotique pour le Clostridium. Enfin bref, c'est très marrant. Moyen, mais voilà. Du coup, voilà, donc pour dire que bon, j'en suis sortie de ce Clostridium, heureusement, mais après, j'ai jamais retrouvé le même système digestif qu'avant. Depuis, c'est l'enfer en gros, mais je commence enfin à trouver les clés et les réponses, et du coup, je mets le puzzle ensemble, les pièces, et du coup, je peux avancer, et je sais que sur le long terme, je vais arriver à faire des progrès, et j'espère que je vais pouvoir en sortir un jour. Et du coup, voilà. Donc, comme je disais, comme élément déclencheur, il peut y avoir donc, ces infections aiguës. Il y a aussi plein d'autres éléments qui peuvent être déclencheurs, du style euh, quelqu'un qui va prendre des antiacides, des inhibiteurs de pompe à protons, oméprazole, pendant très longtemps parce que la personne a des reflux acides dans l'œsophage. C'est très gênant. J'imagine que c'est très gênant. J'en ai déjà eu quelques fois, mais c'était pas. J'ai jamais pris d'antiacide pour ça. Mais bref, donc il y a des gens qui prennent ça sur des années. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on supprime l'acidité de l'estomac, on supprime sa première barrière de défense de l'organisme. Quand on n'a plus d'acidité dans l'estomac, on va manger des pathogènes, on va manger des parasites et ça va aller tout droit dans le système digestif et donc en gros après ça prolifère n'importe où et puis c'est la fiesta quoi. Donc
Les antiacides, c'est super mauvais. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la valve qu'on a au-dessus de l'estomac, le sphincter au-dessus de l'estomac, c'est la cause majeure de pourquoi les gens ont des remontées acides et parce qu'elle dysfonctionne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette valve, elle a des récepteurs et elle s'actionne, elle se ferme quand elle sent qu'il y a de l'acide dans l'estomac, qu'il y a beaucoup d'acide dans l'estomac. Donc, je vous laisse imaginer si vous avez des remontées acides, souvent c'est un indicateur que vous avez peu d'acide déjà dans l'estomac. Bon, vous en avez quand même parce que vous le sentez, parce qu'il y a le reflux, mais c'est un indicateur qu'il n'y en a pas déjà énormément. Et en plus de ça, on va vous donner des inhibiteurs de pompe à protons qui vont encore plus réduire l'acidité. Et du coup, vous allez peut-être plus avoir ces remontées acides, ces reflux, mais vous avez plus avoir de barrière de défense de l'organisme et du coup, c'est un désastre. Donc vous avez juste fait que reculer le problème et créer d'autres problèmes ailleurs. Alors que si au contraire vous augmentez l'acidité de l'estomac, d'acidité naturellement présente normalement dont vous manquez, en gros, ce sphincter va en gros détecter que c'est un bain acide énorme dans l'estomac et qu'il faut qu'il se ferme naturellement pour éviter que ça remonte. Donc pour ça, moi je prends de la bétaïne HCl, j'achète ça sur iHerb comme d'habitude. C'est de l'acide chlorhydrique tout simplement en pilule et je conseille de faire le test du challenge, donc enfin d'arrêter les inhibiteurs de pompe à protons, surtout dans un premier temps. Dans un deuxième temps, donc de prendre ces acides chlorhydriques, bétaïne HCl, et commencer par une gélule au long du repas. Ensuite, le repas suivant, vous prenez 2 gélules. Le repas suivant, vous prenez 3 gélules. Ainsi de suite, jusqu'à ce que vous commencez à sentir une gêne, un inconfort, une chaleur au niveau du thorax ou au niveau de l'estomac. Et du coup, quand vous aurez cette chaleur, cette gêne, cette sensation désagréable, vous saurez que votre dosage optimal, c'est une gélule en dessous du dosage où vous avez eu cette réaction. Voilà, donc en gros, ça c'est le meilleur conseil que je puisse donner. Il faut savoir que moi, par exemple, j'ai des gélules de 600 mg. Et je peux monter jusqu'à 7 gélules. Et 7 gélules, ça fait plus de 3 grammes et quelques d'acide chlorhydrique, c'est énorme. Donc ça veut dire que j'ai aucun acide naturel dans l'estomac. Donc c'est vachement important. Ensuite, vous avez une valve entre la fin de l'intestin grêle et le côlon. Donc valve iléosécale, elle s'appelle. Et cette valve, chez certaines personnes, elle est censée être fermée. Cette valve, chez certaines personnes, elle est ouverte. Du coup, les matières du côlon vont remonter dans le grêle. Et il y a plein de bactéries du côlon qui n'ont rien à faire dans le grêle et qui vont venir proliférer, manger notre nourriture, fermenter, faire leur petite vie bien comme il faut, créer de l'inflammation, tout ce qu'il ne faut pas. Et du coup, voilà, on a les mêmes problèmes que tout ce dont je vous parle depuis tout à l'heure. Alors là, pour la valve iléosécale, c'est un petit peu délicat parce qu'il n'y a pas de médicament miracle pour pouvoir refermer cette valve, mais en général, ce qui peut vraiment aider, c'est d'aller voir un ostéopathe qui connaît très bien les viscères et qui peut essayer de masser la valve, vous faire des automassages, apprendre où la valve elle est. En gros, en général, elle est... Enfin, pas en général, c'est juste normal, elle est là tout le temps. Je vais vous montrer. Vous prenez la distance entre votre hanche et votre nombril, et c'est au milieu, donc à peu près là. Et en gros, la distance au milieu de votre hanche et votre nombril, vous trouverez la valve et vous massez vers le haut. Donc il faut aller bien profond et remonter vers le haut pour essayer d'espasmer en gros et essayer de la refermer. Chez certaines personnes, elle est trop fermée la valve justement. J'ai le ventre vachement rouge parce que j'ai une bouillotte. J'ai tout le temps ma bouillotte avec moi parce que j'ai tout le temps mal au ventre. Chez certaines personnes, chez moi notamment, la valve est totalement fermée tout le temps et contractée. Et ça aussi, ça peut poser un problème parce qu'il faut quand même qu'elle puisse s'ouvrir et qu'elle puisse ramener les matières à l'extérieur du grêle pour aller au côlon. Et chez moi, ça stagne énormément dans le côlon parce que la valve doit être beaucoup tout le temps fermée alors qu'elle devrait s'ouvrir peut-être normalement plus souvent. Je sais pas, ça c'est encore en cours chez moi. Sinon, qu'est-ce que vous pouvez explorer d'autre? Il y a les adhérences. Les gens qui se font opérer, que ce soit pour la vésicule biliaire, l'appendicite, tous les types de chirurgie abdominale que vous pouvez imaginer, vont causer derrière, chez certaines personnes, pas tout le monde, des adhérences, donc des tissus qui vont se mettre à pousser en gros dans l'abdomen. C'est totalement normal, enfin, c'est un des risques des chirurgies. Et donc en gros, ces adhérences, elles vont venir gêner au niveau mécanique
le mouvement en gros dans l'intestin grêle, etc. Et là, il peut y avoir des semi-obstructions. Ça ne veut pas dire que vous avez une occlusion intestinale, attention, sinon vous seriez peut-être un peu mort, je pense. Mais des semi-occlusions, enfin des semi-obstructions, et du coup, la matière, elle passe pas bien parce qu'il y a un blocage mécanique. Ça peut être soit à cause des adhérences, soit à cause d'un autre souci au niveau de votre grêle, tout simplement de sa structure. Et là, à part une chirurgie, il n'y a pas grand-chose à faire. Au niveau de structure, je parle du grêle, si vraiment il y avait une obstruction quelconque. Par contre, pour les adhérences, il y a de la chirurgie pour enlever les adhérences, évidemment, mais il y a aussi des séances d'ostéopathie. Les ostéopathes, en massant, en manipulant, ils peuvent assouplir les adhérences et essayer d'améliorer le truc. Voilà. J'en oublie sûrement. Il y a encore plein de causes qui peuvent déclencher un SIBO, mais en gros, j'ai cité les principales. Euh, Il y a aussi les gens qui ne mangent pas correctement. Voilà. Après, il y a plein de. Il y a aussi pas mal de gens qui ont, comme moi, la maladie de Lyme et des problèmes neurologiques. Et du coup, le nerf vague qui est entre le cerveau et les intestins ne fonctionne pas bien. Et du coup, quand ce nerf vague ne fonctionne pas bien, il y a un manque de mouvement intestinal, de péristaltisme. Et du coup, ça prolifère aussi parce qu'il devrait y avoir beaucoup plus de péristaltisme. Donc ça joue aussi comme un peu le moteur migrant complexe. Donc voilà, le neurologique est lié avec les intestins sont liés avec le neurologique, ça va de pair, c'est l'axe cerveau-intestin. Plus on va avancer dans le temps, plus la médecine va devoir reconnaître qu'il y a un énorme progrès à faire, il y a beaucoup de découvertes à faire là-dessus. Une dysbiose intestinale aussi. Rien que le fait d'avoir dans le côlon une énorme dysbiose, d'avoir un gros déséquilibre au niveau bactérien dans votre côlon, ça peut causer le fait qu'il y ait un manque de péristaltisme. Parce que l'équilibre bactérien au niveau du côlon, en gros, ça aide au péristaltisme. Donc voilà, en fait, tout est lié plus ou moins. Après, pour les solutions, donc j'ai déjà parlé de l'acidité, donc de prendre de la bétaïne HCl pour augmenter l'acidité. Chez certaines personnes, il y a aussi le vinaigre de cidre bio qui peut aider avant les repas, mais attention parce que chez certaines personnes, il y a déjà un type de fermentation intestinale qui fait que ça fait déjà du vinaigre au niveau des intestins, au niveau fermentation. Donc rajouter du vinaigre par-dessus, c'est délicat. Donc il faut voir avec sa réponse personnelle quand on le prend, sa réponse au niveau symptomatologique, si ça aide ou si ça aide pas, faut voir. Bien évidemment, manger le plus sain possible, le plus d'aliments riches en nutriments possible. Il y a beaucoup de gens qui suggèrent la diète pauvre en FODMAPs. FODMAPs, ce sont des sucres, des fibres qui sont fermenticibles en gros. En gros, on va enlever de l'alimentation tout ce qui est légumes avec des fibres qui vont fermenter en gros. Des sucres simples, complexes qui peuvent aggraver au niveau fermentation. Donc pour essayer d'affamer les bactéries. Sauf que moi, je suis pas trop pour. Je pense que ça peut vraiment aider temporairement certaines personnes. Le temps du traitement ou alors le temps d'essayer de calmer l'inflammation, la cascade inflammatoire. Mais je pense que sur le long terme, c'est une erreur. Je pense que la diversité bactérienne dans l'intestin est vachement importante. Il faut juste que les bactéries elles soient au bon endroit. En gros, en faisant ça, cette alimentation qui est vachement restrictive, puisque vous allez manger que des carottes en quantité limitée, des courgettes, des légumes qui fermentent peu en fait, mais c'est tellement restreint comme liste que en gros vous allez affamer le bon comme le moins bon comme le bon en fait. Donc le peu de bonnes bactéries que vous avez, parce que croyez-moi que si vous en êtes là où vous en êtes, c'est que vous avez très peu de bonnes bactéries, je pense. Vous allez affamer en gros le peu de bonnes bactéries que vous avez. Donc je recommande le FODMAP, le low FODMAP, oui, mais pas sur le long terme. Le mieux, ça reste toujours une alimentation la plus diversifiée possible. Ça reste une des clés, que ça soit dans toutes les. Il y a plein d'alimentations qui sont géniales pour l'humain. Et après, on a tous un microbiote différent. Donc, je pense que le mieux, c'est de trouver son alimentation pour soi. Faut arrêter d'essayer de vouloir faire comme un tel, prendre telle alimentation parce que c'est la meilleure. Après, l'autre, il vous dit que non, ça c'est mieux, plus de trucs animaux, plus de protéines, plus de légumes, plus de machin. Après, tout dépend de votre microbiote, de ce que vous êtes capable de digérer. Par exemple, vous n'allez jamais donner à quelqu'un qui n'a aucune capacité de digestion plein de crudités et puis de lui dire de devenir crudivore, quoi, c'est une bêtise. Donc voilà.
En gros, essayer de trouver ce qui va le mieux pour soi, mais quand c'est déjà un désastre, il n'y a rien qui va, que peu importe l'alimentation que vous choisissez, il n'y a rien qui va. Ça, c'est mon cas, par exemple. Ben, moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'essayer de prendre les trucs qui font le moins de dommages, mais en essayant de varier le plus possible quand même. En essayant, par exemple, moi, je sais que je suis intolérante aux œufs. Et je sais tester, j'ai fait un test là, donc un test d'intolérance alimentaire, j'ai vu que j'étais intolérante aux œufs. Je sais que ça va causer de l'inflammation, mais ça ne m'empêche pas un coup de temps en temps de manger un œuf bio. Pareil pour, je sais pas moi, bon, exception faite, c'est le gluten. Même si vous n'êtes pas intolérant forcément au gluten, je conseillerais jamais le gluten parce que c'est de base méga inflammatoire. Mais voilà, c'est pour donner un exemple. Sinon, ben, de base, diète paléo, le plus proche des aliments bruts possible. Essayez de mixer un petit peu entre du cuit et du cru selon la possibilité de vos intestins de digérer. La cuisson douce, le plus possible pour essayer de garder les nutriments, essayer de pas trop dénaturer ce que vous cuisinez. Euh, voilà quoi. En gros, je vais pas dire ne pas manger de viande ou manger de la viande. Moi, enfin, c'est chacun fait comme il veut. Mais après, si vous mangez de la viande, moi j'en mange. Je dis pas donc qu'on ne dise pas que je suis végane et que j'interdis aux gens de manger de la viande. Chacun fait ce qu'il veut et tout, et selon ses idéologies. Et je suis pas là pour faire de guéguerre. D'ailleurs, je déteste ça. Mais pour dire que quand vous mangez de la viande, il faut savoir d'où elle vient, que ce soit de la super qualité, parce que sinon c'est un produit toxique, quoi. L'animal, il est toxique, vous le mangez, c'est toxique pour vous. Il faut manger un animal qui a été élevé au top du top, qui a mangé bien, qui est sain et qui a moins été le moins stressé possible, etc., qui est le moins inflammatoire possible, et pareil dans des proportions raisonnables, quoi. Comme toujours, que ça soit varié, raisonnable. Mais tout dans l'excès, même les choses bonnes dans l'excès, c'est mauvais. Donc voilà. Donc, rester sur une base paléo. Moi, je conseille aussi de diminuer les glucides au max, mais ne pas non plus les supprimer totalement. En fait, je suis entre deux, j'ai un peu le cul entre deux chaises, comme on dirait. Là, ça fait plus d'un mois ou deux que j'ai arrêté totalement les glucides, donc plus aucun céréal, plus de quinoa, plus de millet. Alors qu'avant, j'avais tout arrêté sauf le quinoa et le millet, et très rarement du riz. Et là, j'ai tout arrêté. Donc, je veux pas dire que ça va mieux ou pire, c'est pareil en gros. Mais je pense qu'encore une fois, pour la diversité bactérienne des intestins, ça serait quand même bien que j'en mange une fois de temps en temps du quinoa, ou voilà, vraiment un coup de temps en temps, et de varier le plus possible. Mais par contre, ceux qui font de la surconsommation de glucides, je trouve ça mauvais, quoi. Parce que les pathogènes, ils se nourrissent énormément des glucides aussi, donc voilà. Donc c'est tout ce que j'aurais à peu près à dire au niveau des solutions, au niveau de l'alimentation. Après, au niveau de traitement pour le SIBO, prenez aussi des enzymes digestives. Ça, c'est genre le complément qui devrait être pris tout le temps pour aider à digérer, à couper en micro morceaux les petits nutriments, qu'il n'y ait pas des petites particules non digérées qui traînent tout le long de votre tube digestif et qui est méga inflammatoire au final, parce que quand il y a des particules non digérées qui vont jusqu'en bas, et ben, ça crée de l'inflammation. Donc le plus on peut couper en petits morceaux les aliments, le plus on peut les absorber, les nutriments, et le mieux on s'en porte. Donc, supplémenter en enzymes digestives. Quoi d'autre? Donc, ensuite, une phase obligatoire, on va dire, du traitement du SIBO, bah, c'est de prendre des antibactériens. Alors, c'est un peu contradictoire aussi parce qu'on sait qu'on a une dysbiose, qu'on manque de bonnes bactéries, mais on devrait prendre des antimicrobiens pour essayer de tuer la prolifération bactérienne qu'on a dans le grêle, mais c'est temporaire. Donc moi je pense à ça un petit peu comme une image de essayer de tuer l'infection, ensuite essayer de repeupler les intestins avec des bonnes bactéries, et en phase 3 réparer les intestins avec toute l'inflammation qui a été causée. Donc notamment avec la glutamine, la L-glutamine pour ceux qui tolèrent, attention, chez certaines personnes ça passe pas. Après prendre beaucoup de, de collagène, des bouillons d'os pour ceux qui tolèrent, c'est riche en histamine, il faut faire attention pour ceux qui ne tolèrent pas. Euh, le curcuma, donc par exemple, si vous avez un extracteur de jus, prendre du curcuma frais, le mettre dedans, hop, c'est super bon pour les intestins, il n'y a pas besoin d'acheter des gélules qui coûtent une fortune. Et puis, même s'il n'y a pas de poivre ou que c'est pas biodisponible à fond, pour les intestins, ça suffit largement. Le jus de curcuma frais, c'est excellent. Le gingembre aussi, au top pour la digestion.
les herbes, enfin les plantes amères pour aider à stimuler le péristaltisme justement. Donc plante amère, il y a la gentiane, il y a le chardon-marie. Vous allez avoir plein de plantes amères, j'en mettrai en dessous de la vidéo dans les infos. Moi je prends, ça s'appelle Swedish Bitters. C'est sur iHerb aussi. Donc des amers suédois en gros. C'est tout un mix de plantes et je prends ça 1 heure après manger, comme ça aide au mouvement digestif, péristaltisme. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le SIBO, s'il se développe, c'est parce qu'on manque de péristaltisme et du coup il faut prendre beaucoup de stimulants pour essayer de stimuler la digestion. Sinon, en gros, vous aurez beau prendre des antimicrobiens, eh ben, ça réglera peut-être le problème temporairement, et puis après, ça va revenir sans arrêt parce que la cause n'aura pas été éradiquée, donc ce fameux manque de péristaltisme. Donc, part entière du traitement, c'est de prendre des prokinétiques. Prokinétiques, c'est donc des plantes qui vont stimuler le nerf vague, enfin qui vont stimuler la vidange, qui vont stimuler, voilà. Donc, les plantes amères. Là, ça me revient pas tout en tête maintenant, mais je vous mettrai donc en lien. Là, je commence à être essoufflée à parler comme un moulin depuis tout à l'heure. Donc, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que c'est largement possible de se sortir de ce truc, mais que ça va prendre beaucoup de temps. Il y a de plus en plus d'informations qui circulent